Docteur Tarek Gamal, on a entendu les rapports et les développements de la situation dans la région et les derniers développements concernant les discussions qui étaient à Islamabad et les déclarations du vice-président américain J.D. Vance sur l'échec des négociations. Alors, comment vous évaluez ces discussions et qu'elle a abouti à des résultats concrets ou non? Tout d'abord, permettez-moi de dire un petit mot sur qu'est-ce qui explique cette guerre sur le niveau régional. Le Moyen-Orient est témoin de l'une des escalades les plus dangereuses dans l'histoire moderne. Et avec le déclenchement, bien sûr, de la guerre américaine-israélienne contre l'Iran. Par conséquent, il est très nécessaire de dire que la guerre récente ne doit pas être perçue comme une crise passagère. Non, au contraire, elle doit être comme un tournant stratégique exigeant une réévaluation complète de la sécurité régionale. Dans la région. Oui, c'est-à-dire que la sécurité nécessite un cadre régional intégré fondé sur des principes clairs. Et ce sont des principes très logiques et très nécessaires et des principes stables. C'est-à-dire le respect de la souveraineté, la non-ingérence, le règlement pacifique des différends, la mise en place d'un réseau d'intérêts mutuels, faisant de la stabilité un choix collectif. Oui. La résolution pacifique, toujours, c'est l'Égypte a appelé et l'Union européenne, tout le monde, ils appellent toujours à une résolution pacifique. Exactement. Mais comment ça se passe toujours, et, malgré que ça nuit aux intérêts des peuples et des intérêts des pays, du monde, les guerres et comme on a vu le blocus du 3 d'Ormuz commence à affecter l'économie mondiale. Pourquoi toujours il y a une force qui s'exerce sur les parties pour qu'il n'y a pas de solution pacifique? Toujours, c'est la force. Oui, parce que il est donc, je répète, il est donc nécessaire et urgent de mettre en place un système régional de sécurité et de coopération comprend l'ensemble de l'espace. Et quand je dis l'ensemble de l'espace, non pas l'espace arabe, mais aussi l'espace de voisinage. Et bien sûr, on a l'exemple des accords d'Helsinki en 1975 qui ont établi en Europe un modèle efficace de gestion équilibre fondé sur le respect de la souveraineté, la non-ingérence dans les affaires intérieures et le règlement pacifique des différends. C'est un bon exemple et il est nécessaire quand nous allons parler de la situation de la guerre maintenant, la guerre en Iran et ses conséquences illustrent l'ampleur de l'interconnexion entre la géopolitique et l'économie mondiale. C'est-à-dire, un conflit régional devient vite un choc économique. Et un choc économique et global en touchant simultanément tous les secteurs vitaux. Et ça se voit même, non pas au niveau de la région, mais au niveau du monde. Et c'est ça la question, où va le monde? Et la bataille est la plus profonde désormais sur un autre terrain, celui de
l'économie. Oui. C'est ça ce qui base toujours les différents Exactement. c'est l'économie et Exactement. les ressources des autres pays. Exactement. Et les répercussions aiguës des tensions se met en une crise mondiale multidimensionnelle. Et je répète, multidimensionnelle, une guerre pour les, non pas sur le niveau militaire, mais une guerre pour les ressources. Ressources. Et ça se voit clairement. Et ça se voit clairement. Alors, est-ce qu'on a besoin, Dr Tariq, d'un nouveau système mondial et que l'ONU maintenant n'a pas de grand rôle parce qu'il n'a pas les moyens d'arrêter les guerres ou de faire face aux conflits dans le monde? Est-ce qu'on a besoin d'un autre système mondial plus fort, qui a le moyen, les capacités d'arrêter tel genre de faire des sanctions, d'exercer des sanctions comme toujours c'était? Exactement, et c'est ça. C'est le droit international qui est maintenant violé, je crois, dans le monde. Et comme je l'avais déjà mentionné maintenant, l'exemple de l'Europe, qui ça se voit l'accord de Helsinki. Exactement, de 1975. Il est nécessaire que cette guerre ne soit pas passagère, une crise passagère. Non, au contraire, on doit mettre dans nos considérations, nous, les pays de la région, c'est qu'il est très nécessaire de mettre cette guerre comme un point de départ concernant comment réaliser la stabilité, comment mettre dans considération notre économie sur le niveau régional même. Et disons que tout le monde a été contre. Et alors qu'il est nécessaire, nous, les pays de la région, il faut... C'est ça, il y a deux pays, je crois, qui ont déclenché cette guerre, les États-Unis et Israël, qui ont commencé à des déclarations et des menaces contre l'Iran. Ils ont commencé par le dossier nucléaire, comme a dit Donald Trump aujourd'hui, que les négociations ont été échouées à cause de la question nucléaire. Est-ce que vous êtes avec cette Moi, de mon opinion, déclaration? Le dossier nucléaire, c'est une partie. C'est une partie, mais c'est pas si je peux dire, c'est une partie se présenter pour cette guerre. Oui. Mais en réalité, non. Il est nécessaire de mettre... C'est pas juste l'Iran qui possède des armes nucléaires, comme s'ils disent, parce que jusqu'à maintenant il n'y a pas des preuves sur exactement. les nucléaires de l'Iran. Exactement. Et il est nécessaire de mettre... Mais pourquoi l'Iran? Il est nécessaire de mettre le détroit d'Ormuz dans nos considérations. Non, c'est l'économie. Comme a dit Donald Trump, qu'il ne va pas laisser les navires qui traversent et faire des péages à l'Iran, et qu'il va les arrêter. C'est-à-dire les estimations maintenant... Le contrôle d'Ormuz, le passage. Exactement. C'est-à-dire les estimations maintenant indiquent que les effets du conflit pourraient persister sur une longue période, une longue durée, même en cas d'escalade, militaire, car l'économie mondiale restera en cas de vigilance, imaginez-vous, face à la volatilité des prix de l'énergie et au risque de rupture des chaînes d'approvisionnement. Et bien sûr, si on va parler du détroit d'Ormuz, il est désormais l'épicentre de la guerre lancée par Israël et les États-Unis contre l'Iran. Sa réouverture ou son blocage
pourrait faire basculer le conflit dans un sens Oui. comme dans C'est un autre. 20% Oui, exactement, même plus. Pas plus que ça. Même plus, parce que ce soit fermeture partielle ou totale, je parle du 3 d'Ormus, par l'îlot, a déjà provoqué un flambé des prix du pétrole dépassant les 110 dollars le baril. Le baril, oui. Alors, Bien sûr, les prix de l'énergie, la flambée des prix de l'énergie, ça affecte, oui. Mais exactement. Et même Washington laisse entrevoir la possibilité d'un accord, même partiel, mais bien sûr la méfiance iranienne reste toujours forte dans ce cas. Oui. Docteur Tariq, comment tu vois le rôle des grands pays, de grandes puissances dans le monde comme la Russie et la Chine dans cette crise et comment ils peuvent, comme le président russe aujourd'hui, Vladimir Poutine, a déclaré à son homologue iranien Massoud Pezeshkian être prêt à participer à une médiation dans le conflit au Moyen-Orient. Je crois que la Chine aussi a offert sa médiation. Bien sûr. Est-ce qu'ils peuvent avoir un rôle efficace dans Bien cette... sûr, et de bonne opinion, la Russie ou la Chine peuvent avoir un rôle très efficace concernant la situation, cette crise, la guerre, parce que tout le monde bénéficie. Je crois que leur rôle, c'est plus de pression sur l'Iran que sur les États-Unis. Parce que je ne crois pas que la Chine peuvent exercer sur les États-Unis. De mon opinion, sur les deux. Sur les deux. Oui, de mon opinion, sur les deux. Parce que les États-Unis ont des intérêts sur tous les niveaux. Oui. Et il est à noter la crise entre la Russie et l'Ukraine. Il est à noter. Et il est à noter que la Chine, maintenant, n'est plus la Chine dorénavant. La Chine, c'est une grande puissance économique aussi maintenant. Oui, exactement. Alors que... elle est bien aussi affectée par cette guerre. Exactement. Alors, de mon opinion, la Chine ou la Russie doivent avoir un rôle très nécessaire sur les deux parties, que ce soit l'Iran, que ce soit l'Iran ou les États-Unis. Oui. Et même... L'Union européenne aussi a parlé que la diplomatie reste essentielle pour résoudre tous les sujets en suspens après l'échec ou l'arrêt des négociations. L'Union européenne reste convaincue que la diplomatie est essentielle pour résoudre tous les sujets de suspense dans le conflit au Moyen-Orient, a déclaré Anwar El-Anouni, le porte-parole de l'Union européenne pour les affaires étrangères, et salué le Pakistan pour ses efforts de médiation. Il a dit aussi, selon le président du Parlement iranien, à Paris, que les États-Unis sont incapables de gagner la confiance de l'Iran durant les négociations. Selon le président du Parlement iranien, les États-Unis ont été incapables de gagner la confiance des Iraniens pendant les négociations de paix, quelques heures après l'échec de ces pourparlers au Pakistan. Mes collègues ont présenté des initiatives constructives, mais en fin de compte, l'autre partie a été incapable de gagner la confiance lors de cette session de négociation. On attendait un accord immédiat selon Téhéran, mais il était évident que dès le départ, nous ne devons pas nous attendre à atteindre un accord dans une seule session. Ça, c'est les déclarations du président du Parlement iranien. Si vous me permettez, tout d'abord, il est à noter que, concernant, parce que vous avez parlé de l'Union européenne, il est à noter que le président Trump, au début d'avril, il a déclaré envisager un retrait des États-Unis de l'OTAN. Oui. Ce qui explique que... les États-Unis n'ont
ne sont pas encore la force, seule force dans le monde qui peut agir seule. Exactement. Il a besoin d'autres pays Exactement. toujours, elle va être seule interférer. Exactement. Docteur Tariq Gamal, nous sommes ravis d'être avec nous ce soir et d'être. Le ministre des Affaires étrangères égyptien, Badr Abdelghati, avec ses homologues concernant Oui, ça. on va juste s'arrêter une petite pause pour l'appel à la prière et on va continuer. Oui. Merci. Et de retour, mesdames et messieurs, après l'appel à la prière de l'Aïcha avec notre invité, docteur. Un mot sur les efforts déployés par l'Égypte dans cette crise, pour régler cette crise. Oui, il est nécessaire, il est à noter de dire que concernant toute la région, ça se voit le rôle, on a vu déjà le rôle de même le président Trump, même lui, a salué et a loué le rôle de l'Égypte et comment l'Égypte présente déjà de feu. L'Égypte était un partenaire dans la médiation aussi. Exactement, à Islamabad. Islamabad, c'était un point de départ. C'était un point de départ. Oui, là, exactement. Nous sommes ravis d'être avec nous ce soir et on a le plaisir d'être avec nous dans cet épisode. Merci bien. Merci, monsieur. Merci. Et on va continuer, mesdames et messieurs, avec un autre sujet où la guerre en Iran et ses conséquences illustrent l'ampleur de l'interconnexion entre la géopolitique et l'économie mondiale. Vitaux. Percussions aiguës des tensions au Moyen-Orient se muent en une crise mondiale multidimensionnelle, ébranlant simultanément les prix, la croissance, les chaînes d'approvisionnement et le pouvoir d'achat des citoyens. De la pandémie du Covid-19 à la guerre en Ukraine jusqu'à la géopolitique dicte sa loi à l'économie mondiale dans ce qui ressemble de plus en plus, selon beaucoup d'observateurs, à une guerre pour les ressources. La guerre en Iran, la géopolitique et l'économie mondiale sont interconnectées. Selon des experts économiques, l'escalade actuelle reflète la profondeur de cette interdépendance. Ils ont ajouté que le plus inquiétant reste la dépendance du Moyen-Orient. Par le détroit d'Ormuz transite normalement un cinquième du pétrole et du gaz liquéfié mondial. Selon l'Agence internationale de l'énergie, les perturbations ont touché déjà entre un quart et un tiers de l'offre pétrolière mondiale. Les marchés de l'énergie illustrent cette tension. Le baril de Brent a bondi de 59% en un mois, dépassant
$. Selon une nouvelle évaluation du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, la guerre au Moyen-Orient pourrait anéantir à plus d'un an de croissance économique des pays arabes et 4 millions de personnes supplémentaires dans la pauvreté. L'escalade militaire pourrait coûter aux économies de la région entre 120 et 194 milliards de dollars, ce qui équivaut à un recul compris entre 3,7% et 6% du PIB régional, une perte qui dépasse la croissance totale réalisée par les pays arabes en 2025. Le coût économique ne s'arrête pas aux limites de la production, mais s'étend à la société et au marché du travail. Les estimations du PNUD avec une hausse du chômage allant de 1,8 à 4 points de pourcentage. Et mesdames et messieurs, c'était la fin de notre épisode de ce soir. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée. Des développements régionaux actuels. Sur sa page officielle de Facebook, le président Abdel Fattah el-Sisi affirme avoir suivi aux premières heures du matin l'annonce de la conclusion d'un accord de cessez-le-feu entre les États-Unis d'Amérique et la République islamique d'Iran. Selon le président el-Sisi, il s'agissait sans soutenant la paix à travers le monde. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'entretient avec le Premier ministre Mustafa Madbouli, le ministre de l'Électricité et des Énergies Renouvelables, l'ingénieur Mahmoud Esmat, ainsi que le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, l'ingénieur Karim Badawi. La réunion a porté sur l'examen de l'état d'avancement des projets dans le domaine des énergies nouvelles et renouvelables. Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit un appel téléphonique du président de la Gambie, Adama Barrow. L'entretien a porté sur le développement des relations bilatérales distinguées entre les deux pays. Le président el-Sisi reçoit un appel téléphonique de la présidente du Conseil des ministres de l'Italie, Giorgia Meloni. L'entretien a porté sur les derniers développements dans la région du Moyen-Orient. Le président el-Sisi examine la situation du système de sécurité alimentaire, notamment la production et la distribution des produits stratégiques, afin de garantir la disponibilité de réserves sûres pour des périodes suffisantes et rassurantes.